scènes qui publiait des textes comme celui-là et d'autres. C'était Jean Digaud. Non, je ne sais plus son nom, c'était affreux. Daniel Maublanc, monsieur Daniel Maublanc. Son Dieu et son âme, bien sûr. Monsieur Daniel Maublanc. Donc c'était quand même très, très limité, vraiment très limité comment on dit en français, c'est ça, comme diffusion, voilà, je cherchais le mot, très, très limité. Donc ça n'avait pas eu vraiment d'impact, comme on dit de nos jours, sur les concitoyens. En tout cas, vous avez eu à cœur de publier d'abord des poèmes, c'est ça qui me frappe. Oui, bien sûr, la poésie était pour moi, vraiment, a toujours été pour moi la chose la plus importante. À 12 ans, j'écrivais des poèmes en classe, hein. J'étais pas un cancre, parce que c'est comment vous dirais, c'était un peu une coquetterie de dire j'étais un cancre. Je n'étais pas un cancre du tout, mais j'étais un peu indifférent aux études, et ce qui m'intéressait, c'est d'écrire des poèmes. J'écrivais des poèmes, naturellement des poèmes à la manière de Victor Hugo, de Lamartine, j'étais très très influencé. Quant aux études, c'était évidemment pour moi très très flou. Et je me souviens, puisqu'on parle de cela, de mon professeur de mathématiques. Il y avait des bulletins trimestriels à l'époque, je ne sais pas si ça se fait maintenant, avec des notes. Et mon professeur de mathématiques à mon sujet avait écrit « est nul et s'efforce de le rester ». Ben, je m'en souviens, voilà. Et alors c'était l'époque. Et ensuite, je me suis donc occupé vraiment de la poésie, était vraiment ma préoccupation. Eh bien, puisque vous évoquez justement l'enfance, votre plus célèbre recueil de poèmes s'intitule Innocentine. Oui. Et il est sous-titré Poèmes pour enfants et quelques adultes. Voilà. Alors, j'aimerais savoir si vous avez beaucoup de contacts avec vos jeunes lecteurs et si ça vous paraît important que le poète sache préserver cette part d'enfance qu'il porte en lui. Est-ce que vous seriez, par exemple, solidaire du narrateur de votre roman Le Centenaire qui déclare « J'aime pas la soupe, ça fait grandir ». Oui, j'aurais beaucoup de choses à dire. Mais enfin, c'est évident que le domaine de l'enfance, de la poésie de l'enfance, je l'ai mis en contradiction avec l'infantilisme, je peux dire, des adultes en général. Et pour moi, l'enfance, la poésie de l'enfance, a été toujours pour moi très très important. Et le premier poème que j'ai écrit, qui s'appelle Chez moi, dans ce recueil des Innocentines, je l'ai écrit lorsque j'étais en captivité. J'étais chez les Allemands, tranquille, nourri, quelque peu, logé, enfin gardé. Et on ne pouvait pas écrire pas de papier, mais sur des sacs d'engrais. Je n'avais pu écrire les premiers poèmes, les premiers vers de Chez moi, dit la petite fille, chez moi, dit le petit garçon, etc. Et puis, c'en est resté là. C'était pour moi, dans ce monde de bruit, de fureur, comme on dit, c'était pour moi libérateur. Et puis, ça a été publié à mon retour de captivité, c'était publié dans la Nouvelle Revue Française, et beaucoup d'amis m'ont dit, mais vous devriez, c'est charmant, vous devriez donner une suite. Cette suite est venue, mais 20 ans après, comme a dit Alexandre Dumas. Mais ensuite, je m'y suis vraiment consacré, et ce recueil, effectivement, des Innocentines, me donne des contacts merveilleux avec les enfants, avec l'univers des enfants, avec des écoles. Juste maintenant, beaucoup de mes poèmes sont maintenant dans les écoles, sont inscrits au programme des écoles. Ce qui fait que, de temps en temps, je vois une jeune maman charmante, un petit garçon, une petite fille qui tient la main, et on me présente, il avait annonné une de mes Innocentines, on me présente et elle me dit, je m'est arrivé plusieurs fois, ah ben je croyais mort. et alors naturellement je m'excuse d'être vivant, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais lorsqu'on est quand même dans les anthologies, François Copé, Sully Prud'homme, enfin... Prévert quand même, ou un poète, attendez, un poète belge charmant qui s'appelle, ça me revient plus à l'esprit, c'est pas grave, mais pour eux, dès l'instant qu'on est dans ces classiques, comme ça, on est mort. Alors voilà, je fais ce que je peux, mais j'ai de charmantes rencontres avec les enfants et les écoles. Et alors, parmi les enfants un peu rebelles que vous avez fréquentés, il y a une petite fille au caractère particulièrement bien trempé, Pétronie. Est-ce que vous vous souvenez d'elle ? Oui, Pétronie. Alors, peut-être qu'on va dire Pétronie, je ne sais pas. Mais attendez, une petite anecdote qui vous amusera. À un moment donné, dans Pétronie, j'essaie de me souvenir, j'aimerais mieux être un garçon, n'est-ce pas, quelque chose comme ça. Et un de mes amis m'invite chez lui, et sa petite fille, justement, devait dire Pétronie. Alors il dit, je te présente l'auteur, c'est l'auteur, et la petite fille, tu vas lui lire le poème. Alors l'enfant, ça l'emmerdait énormément, elle préférait jouer à je ne sais pas quoi, et je dis, mais il ne faut pas martyriser cet enfant, faites-lui faire la bicyclette de la balançoire, enfin, qu'elle ne fasse pas. Mais on était en train de parler, elle est revenue, c'est quand même une femme, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'elle voulait à la fois s'en aller et séduire, n'est-ce pas? Et
alors, à un moment donné, dans Pétroni, vous allez m'aider peut-être, elle dit « je préfère être un garçon », etc. Et elle dit à un moment donné « j'ai beaucoup de caractère et beaucoup de formation », il me semble bien, dans ce poème. Voilà. Alors, à un moment donné, elle revient parmi nous, elle récite ce poème, elle avait 8 ans à peu près, oui. Elle dit « j'ai beaucoup de caractère et beaucoup de formation ». Qui était absolument charmant. Alors, Pétroni. Alors, excusez-moi, je vais faire une petite parenthèse. Je suis une petite fille, mais je mets des pantalons. J'ai beau m'appeler Pétroni, j'aime mieux être un garçon. Quand la crémière m'interpelle, « Bonjour, ma petite demoiselle », exprès, je lui réponds, « Bonjour, monsieur Potiron ». Quand le boucher s'écrie, « Qu'est-ce que veut aujourd'hui ma petite escalope ?» Je fronce les sourcils et lui dis, « Du persil, mademoiselle Pénélope ». Ça crée la confusion. J'ai beaucoup de caractère, beaucoup de formation, et sous mes petits airs se cache un grand garçon. Je n'aime pas les filles aux réflexes sanguins, moites sous les charmilles et pâles dans les trains. Quand on est un garçon, on siffle dans ses doigts, on est Ali Baba, on grimpe sur les toits. On s'en va sur les mers où il y a plein de moutons, on vole dans les airs avec les électrons. Et devant ces exploits, tout le monde reste baba. Non, maman, pas ma robe, je veux mon pantalon, ma ceinture de cuir, mon colt, mes munitions. Je vais faire un hold-up à Plessis-Robinson. Alors, fatalement, qui dit enfant dit parent. Les vôtres semblent vous avoir particulièrement marqué. Votre Panaméen de père par son absence, et votre mère, d'origine picarde, qui vous donna le jour à Hong Kong, par un aveu cruel qu'elle ne cessa de vous réitérer, si l'on en croit votre exobiographie. Et là, je vais vous lire. Voici ce qu'elle dit. « J'ai tout tenté pour te faire passer, ne cessait-elle de me répéter dès que je fus en âge de raison, et même avant, avec cette candeur liliale qui faisait l'un de ses charmes. Vraiment, j'ai tout tenté. Et comme, lorsqu'elle me disait ces mots, à 4 ans, puis à 8, puis à 15, et 30 ans après, je me tenais toujours vivant devant elle, homme fait, ambulant, déambulant, se mouvant, respirant bruyamment, elle, ma pauvre mère, me gratifiait d'un regard lourd, lourd. Je me prenais chaque fois à m'excuser d'être là, d'occuper un espace qui aurait dû être vide. Ainsi, bien souvent, j'eus la sensation d'usurper la place d'un autre, la mienne. C'est un peu curieux, usurper la place d'un autre, la mienne. Oui, alors il faudrait dire que ma mère a eu beaucoup de malheur et qu'elle a fait cette franchise de dire, voilà, vous voulez te faire passer, voilà. Alors, dès ma naissance, j'étais couvert de plaies, parce qu'elle avait pris beaucoup de médicaments, c'était en Chine, pour essayer que je n'existe pas, en fait. Enfin, c'est un drame que beaucoup de femmes ont connu. Bon, et puis, malgré... Alors, j'avais une sorte d'acharnement à vie, il faut le croire, parce que je suis parmi vous en ce moment même. C'est assez extraordinaire. Et alors, il y avait un médecin chinois qui m'avait donné 3 jours à vivre. Et puis, au 6e jour, 7e jour, j'étais toujours là. Il était complètement écœuré. Il est parti. C'est un médecin suédois qui l'a remplacé et qui me donnait encore 15 jours à vivre. Et puis, je suis là parmi vous. Et j'en suis très heureux, je dois le dire. Voilà. Mais... bon, c'était ainsi, c'est un drame en fait, n'est-ce pas? Mais cette idée, alors quand même, cette idée d'étrangeté, d'occuper une place, c'est une idée d'étrangeté que j'ai toujours. Et il y avait Jérôme Garcin, qui est un critique que vous connaissez peut-être, à mon propos disait une chose, je vais tâcher de m'en souvenir, Obaldia. Attendez, c'est la première fois que ça me revienne, c'était très, très intéressant comme sujet. Attendez, que ça me revienne, j'espère, comme si j'usurpais une propre, aussi, comme si j'usurpais, que je jouais ma vie, qu'une mise en scène était écrite à mon insu, et que j'en jouais le rôle principal. Donc déjà le théâtre, en quelque sorte. Oui, d'une certaine manière. Mais enfin, ce sentiment d'étrangeté, d'être étranger même à soi-même. Et ce sentiment, aujourd'hui encore, vous l'avez, tout à fait. Il ne vous a jamais quitté. Il ne vous a jamais quitté. Voilà, c'est ainsi. Alors, je vous propose d'écouter le témoignage d'un autre enfant beaucoup plus
sentimentale que Pétronie. Maman est actrice de cinéma. Elle est belle comme les images de chocolat, et l'on voit souvent des hommes qui se tuent pour l'embrasser sur les dents. Mais à force, ce n'est plus maman. À force de la voir, avec un tas de gens qui ont un tas d'histoires, avec un tas de gens que je ne connais pas et qui ont toujours l'air de l'aimer plus que moi, à force, ce n'est plus maman. Et les soirs qu'elle vient me border, encore toute peinturlurée, dans une robe avec des voiles comme un grand navire, vite je lui souris et fais semblant de dormir. Alors elle s'envole sur la pointe des pieds et je puis tranquillement pleurer sous les draps pour que le monde entier ne m'entende pas. Nous évoquions à l'instant votre sentiment d'usurper la place d'un autre. Pouvez-vous me dire quelle place a occupé dans votre vie un certain Maurice Igor? Alors là, c'est très simple. Je revenais de guerre, comme dit la chanson, je revenais de guerre, et j'étais dans une situation financière extrêmement difficile. Voilà. Et donc, un ami m'avait dit, si vous pouviez écrire des paroles pour des chansons, ça peut rapporter de l'argent. On appelait ça des paroliers, exactement. Et alors je m'y suis mis, et j'ai pris un pseudonyme sous le titre de Maurice Igor. Maurice Igor, je trouve que Maurice Igor faisait très bien. Même quand on ne savait pas très bien, si vous connaissez Maurice Igor, tout le monde a l'air de le connaître. C'est un très bon pseudonyme. Maurice Igor, hein, Maurice Igor. Alors voilà. Et donc j'ai écrit quelques chansons, je commençais, et j'ai eu la chance d'avoir de très bons compositeurs de musique. Mais ce que j'écrivais était... Michel Aymer, Marguerite Monod, Christiane Verger. Absolument. Absolument, et Marguerite Monod qui avait beaucoup de chansons pour Piaf, vous savez, Michel Aymer, et puis d'autres, Lafargue, etc. Mais mon défaut, c'était que c'était déjà un peu trop littéraire. Alors, on m'avait averti que c'était un peu trop littéraire. Donc, je me suis comment vous dirais, je me suis acharné comment vous dirais ça, à être le plus simple possible. Hein. En quelque sorte, vous avez... Attendez, je cherchais le terme. Et à ce moment-là, une idée de génie m'est venue, c'est d'écrire une chanson tout à fait originale, celle-là, Ma chérie, mon amour. N'est-ce pas ? Ce qui a fait que grâce à ça, Luis Mariano m'a enregistré. J'ai une musique admirable, et avec Luis Mariano qui m'a enregistré, et Ma chérie, mon amour, dans mes bras, tu cueilleras les plus beaux jours, c'est quand même très, très, très fantastique. Je m'étais élagué, c'est ça que je cherchais le terme, je m'étais élagué, voilà. Alors ça a duré un certain temps, voilà, qui m'a permis de vivre, d'avoir quelques succès, comme ça, dont Seul sur le chemin. Enfin, et d'écrire je ne vais pas vous le chanter maintenant, c'est peut-être après. Alors écoutez, j'ai retrouvé précisément un petit format, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire une partition sur une musique de Georges Gestem, à Le Bon Temps. Vous vous souvenez de cette chanson-là? Très bien. Vous aimeriez l'écouter? Oui. Ah bah, oui. Alors si Karine Barbet et Lee Madford... Mais quand même, il faut vous dire que c'était juste après la guerre. On venait c'était en 42 ou 40 ans, on venait d'être libérés, l'espace de libération. Alors le bon temps qui revient, c'était quand même à partir après cette tragédie. Alors, je suis très, très, très étonné de... Dans un petit coin perdu près du bord de la Seine, où les lilas vous disent bonjour, on entend de nouveau une vieille rengaine qui tourne rond la nuit et le jour. La guinguette ouvre ses volets dans tes bras
valse musette, n'est-ce pas? Eh oui. C'était la valse musette. Alors parfois, il y a une rupture qui ne nous fait pas tout à fait. Ah, le bon temps qui revient, le bon temps des guinguettes. Sous le ciel clair, un petit air de rien vous fait tourner la tête. Bon. Quelle mémoire musicale. Ah, non, mais c'est vous qui me rappelez à moi-même, si je peux dire. C'était donc Maurice Igor, effectivement. Maurice Igor. Alors le fait justement que vous ayez inventé cet autre vous, ce Maurice Igor, ne me paraît pas anodin du tout. Car il me semble qu'à plusieurs reprises au cours de votre existence, vous avez ressenti comme une impression de dédoublement. Par exemple, quand vous étiez tout jeune enfant, il vous a pris une lubie, c'est celle de mettre le feu au rideau d'une chambre à coucher, avec une boîte d'allumettes, comme si un autre s'était emparé de moi, dites-vous. Et là, je reprends votre exobiographie, encore une fois, et je lis ceci. Je me mis à hurler. Je ne l'ai pas fait exprès, je ne l'ai pas fait exprès. Dans une certaine mesure, c'était vrai. Cet acte ne m'appartenait pas en propre. Un autre l'avait commis à mon insu. J'en demeurais le premier étonné, effrayé. Et plus loin, je lis. De moi-même, je me courbais et présentais mes petites fesses à l'air libre. Nini fouetta, fouetta. Les lanières me cinglaient furieusement. J'éprouvais une terrible sensation de brûlure, mais pour la première fois, je ne poussai pas un seul cri.